BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui se termine, un nouveau De quoi je me mêle qui commence. Je suis ravi de vous retrouver, vous le savez, comme chaque week-end pour toute l'actualité de la tech. Avec tout à l'heure un focus sur une marque chinoise immense, il s'agit de TCL qui fabrique des millions et des millions de téléviseurs et qui en vend des millions et des millions, à la fois pour eux, mais aussi pour des marques comme Thomson, Alcatel, mais aussi pour d'autres constructeurs prestigieux. On fera le point sur TCL avec Frédéric Langin, qui est le vice-président Europe de TCL Electronics. On parlera évidemment de cette pandémie, de cette pénurie de composants électroniques. Est-ce que des constructeurs comme TCL sont victimes en ce moment de cette pénurie ? On verra tout ça et puis on parlera aussi des tendances en matière d'affichage de télévision. Ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle et puis le hashtag DQJMM qui vous attend sur Twitter. Merci de nous suivre le dimanche matin sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur les box 01 TV, la chaîne 01 TV et sur YouTube et sur zeronet.com. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT pour commencer. Nicolas Lelouch est là aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour François, salut à tous. Et ravi de te retrouver Nicolas, journaliste à 01net.com. L'actualité de la tech qui ne s'arrête jamais et qui, encore une fois, cette semaine est très riche. On va revenir évidemment sur les annonces d'Apple, puisque vous le savez, Apple a proposer une keynote, diffuser une keynote qui était préenregistrée avec beaucoup de nouveautés, notamment du côté des iMac et des iPads. Mais avant de parler de tout ça, on va évoquer une épine dans le pied d'Apple qui est arrivée là il y a quelques heures. C'est une information qui est sortie sur un site américain. Apple aurait été victime via l'un de ses fournisseurs d'un ransomware, Nicolas. C'est ça, ça pourrait être l'actu de ces prochains jours. On peut imaginer qu'on va en entendre parler parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de fuites sur le point d'arriver côté Apple. Ce qui s'est passé, c'est que Quanta, qui est un partenaire d'Apple basé à Taïwan, qui fabrique les MacBooks, qui fabrique des ordinateurs, aurait été victime d'un ransomware et il y a des hackers russes qui lui demandent 50 millions de dollars s'ils ne veulent pas voir tous les documents publiés en ligne. Pour prouver que tout ça est vrai, ils ont déjà publié 2 documents au moment où on enregistre cette émission, les plans de fabrication du dernier iMac, qui sont absolument conformes à ce qu'Apple nous a montré mardi, ce qui laisse entendre que c'est vraiment des documents officiels, et les plans de fabrication du prochain MacBook Pro, qui verrait, vous savez, le retour des ports HDMI, carte SD. Ce produit qui n'est pas encore sorti. Qui pourrait même arriver en fin d'année 2021, mais en tout cas, les rumeurs allaient dans ce sens. Donc, les hackers russes disent qu'ils possèdent plein de documents, qu'Apple a jusqu'au 1er mai pour payer, et que s'il n'y a pas de paiement, tous les jours, il y aura des nouvelles fuites. Donc, ça va être à surveiller. Beaucoup de médias d'ailleurs, pour des raisons éthiques, refusent de publier ces documents. C'est pas impossible du coup que tout ne soit pas publié en ligne parce que ça reste quand même un piratage d'envergure. Mais il va falloir voir comment tout ça évolue parce que ça pourrait compromettre les plans d'Apple pour les prochains mois. C'est quand même un sacré coup, un sacré séisme chez Apple. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Apple va payer ? Est-ce que, en plus, ils sont même pas responsables. C'est un prestataire. C'est un prestataire, c'est terrible. Je vois difficilement Apple payer. Je ne pense pas que c'est pas dans les habitudes de l'entreprise, ça passerait mal au niveau de la communication. Il vaut mieux pour eux accepter de prendre un coup sur la tête, de voir plein de produits dévoilés au grand jour. Ça reste pas des images officielles, ça reste des plans de fabrication qui sont des dessins. Donc ils peuvent plus ou moins s'en sortir. Ils ont de la chance d'avoir beaucoup de médias qui refusent de publier ces documents, donc ça va forcément atténuer justement l'effet de cette bombe. Donc il va falloir voir comment la marque réagit. Il faut aussi voir ce que les hackers ont vraiment. S'il faut, ils ont tout publié. Il n'y a pas forcément un seul il peut avoir du bluff derrière tout ça qui arrivent pour les prochains mois. Donc on va suivre ça avec attention, mais c'est sûr que ça pourrait être une bombe dans l'actualité des nouvelles technologies. Et à l'heure où on enregistre donc ce De quoi je me mêle, aucune communication officielle d'Apple sur ce sujet. Évidemment, et on n'est même pas sûr qu'il y en a une un jour. Le ransomware qui est une vraie plaie actuellement, vous le savez, des industries, des entreprises en sont victimes tous les jours, notamment en France. Des hôpitaux, des cliniques se retrouvent carrément à l'arrêt parce qu'elles sont victimes de ransomware. Et donc, voilà, même des boîtes prestigieuses et immenses comme Apple peuvent être victimes de ce type de choses via un fournisseur. C'est ça qui est terrible.
On revient quand même à l'actualité, on va dire, produit d'Apple de ces derniers jours avec cette keynote. Tim Cook qui, pendant près d'une heure, avec tous ses collaborateurs, a présenté donc pas mal de nouveautés, de l'iMac à l'iPad, avec des petits accessoires aussi qu'on attendait pour certains depuis des années. On peut commencer par les accessoires d'ailleurs. Vous savez, ça fait 2 ans, et quand on dit 2 ans, c'est pas une exagération, ça fait vraiment 2 ans que le nom AirTag a fuité, que des rendus 3D des AirTags ont été publiés. Donc on attend ce produit depuis très longtemps, on pensait même qu'il n'arriverait jamais. Le AirTag, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas bien suivi la conférence Apple? L'idée, elle est assez simple, c'est un petit tracker connecté, façon Tile, façon Galaxy Smart Tag chez Samsung, mais qui a plein de petites particularités qui le rendent complètement différent. Parmi elles, il y a notamment un système de réseau à travers tous les iPhones du monde entier. Ça fait quand même près d'1 milliard d'appareils. L'idée, elle est assez simple. Si quelqu'un vous vole votre sac ou vous oubliez votre sac dans le métro, si quelqu'un passe avec un iPhone à côté, eh bien l'iPhone va vous envoyer la position du AirTag la dernière fois qu'il l'a croisé. Même si c'est pas le propriétaire de l'AirTag avec l'iPhone qui passe devant. En fait, il va avoir un immense réseau d'iPhone. C'est un réseau qui géant. Sera au service de tous les AirTags. C'est quasiment une alternative au GPS au final, parce que ça permet de localiser sans avoir ce GPS qui consomme beaucoup d'énergie. Si n'importe quelle personne, y compris avec un smartphone Android, peut poser son téléphone sur le AirTag et ça va envoyer des informations via le NFC pour vous donner le numéro de téléphone de la personne qui l'a perdu pour que vous puissiez la contacter. Il y a plein d'avantages en fait avec ce AirTag qui sont assez fascinantes, et surtout pour les personnes qui possèdent un iPhone 11 ou un iPhone 12, il y a une puce ultra wideband à l'intérieur de ce AirTag, ce qui va vous permettre en fait de le localiser au centimètre près. Ça va vous dire c'est à droite, à gauche, c'est à 2,3 cm, 2 cm, 1,5 cm, et au final vous retrouvez vos clés, votre porte-monnaie, par exemple vélo. Si c'est sous le canapé, si c'est tombé entre deux meubles, etc. C'est ça, c'est au final ce qu'Apple réussit à faire avec ce produit. On peut dire oui, ils n'ont rien inventé, c'est vrai, mais ils sont en train de démontrer une nouvelle fois la force de leur écosystème. Avec tout ce qu'ils ont réussi à créer, avec tout ce qu'ils ont installé, ils ont un produit qui va être très difficile à affronter pour les autres constructeurs comme Tile. Voilà, on est à 35 € 35 € l'un, 119 € les 4, je crois. Il y a plein d'accessoires parce que voilà, ça c'est aussi tout ce qui fait la magie d'Apple, ou pas. Il ne peut s'accrocher à rien ce AirTag. Là, vous le mettez dans un sac, c'est tout. Si vous voulez avoir un porte-clés, avoir une sangle pour la valise par exemple, il faut débourser 30, 40 €, 50 € en plus. Donc, on commence à faire monter la facture. Évidemment, il y aura plein d'accessoiristes qui vont vous proposer des trucs à 2 € qui seront d'aussi bonne facture, on imagine. Ouais. Intéressant, à voir un petit peu comment fonctionne ce petit bijou de technologie, parce que finalement il y a beaucoup de composants dans un tout petit espace, avec une autonomie d'1 an visiblement, puisque ça change avec une pile bouton qu'on achète n'importe où. Une pile changeable, c'est plutôt une bonne chose. Samsung avait fait pareil, mais c'est bien pour l'écologie. C'est bien, mais c'est pas trop l'habitude d'Apple, mais là ils ont bien joué le coup. Donc, clairement. Ces AirTags, alors ça c'est presque anecdotique par rapport à tout ce qui a été annoncé aussi. Sûr. Après, anecdotique, j'en suis pas sûr. Moi, je pense très sincèrement, je fais vite là-dessus, que ce produit, aujourd'hui, tout le monde connaît les AirPods. Je pense que dans 1 ou 2 ans, tout le monde dira « Ah, t'as un AirTag sur ton sac, t'as quelque chose ». Je suis à peu près convaincu qu'Apple va réussir un coup. Donc, c'est pas forcément anecdotique. Après, dans les gros produits qui ont été annoncés par Apple, on a d'abord l'iPad Pro, qui est une évolution plus que logique en fait du modèle de l'année précédente, avec pour gros changement l'arrivée de la puce M1 qui était réservée au Mac dans un iPad. Donc ça prouve qu'Apple est plus que jamais en train de travailler les frontières entre l'iPad et le Mac. Maintenant, il y a la même puce entre les ordinateurs et la tablette. C'est assez intéressant à voir ce que la prochaine mise à jour d'iPadOS donnera, parce que là, je ne suis pas sûr que les iPads exploitent vraiment le potentiel de cette puce. Sur le grand modèle, on a l'introduction d'un écran mini LED. Vous savez, cette nouvelle technologie d'écran à base de plein de petits points cachés sous la dalle LCD qui permettent en fait d'obtenir un taux de contraste quasiment similaire à l'OLED, d'avoir une luminosité monstrueuse qui dépasse les 1000 candela par mètre carré. Ça fait des années qu'on en parle. Là, Apple l'a enfin concrétisé dans un produit grand public. Donc ça va être intéressant de voir la qualité d'image avec cet écran. Il faut voir, donc c'est uniquement le grand modèle. Le petit modèle 11 pouces reste sur du LCD classique. Et après, c'est plein de petits changements qui sont un petit peu plus légers, comme l'introduction d'une caméra ultra grand angle à l'avant, ce qui va permettre de faire des FaceTime un petit peu plus largement avec la caméra qui vous suit avec un zoom numérique, similaire à ce que Facebook, Amazon font sur leurs enceintes avec écran. Et enfin... La 5G aussi. La 5G sur les modèles cellulaires. Et enfin, j'allais parler du port Thunderbolt
Thunderbolt à la place du port USB-C. C'est le même format, donc ça reste compatible avec tous les accessoires précédents. Mais maintenant, vous pouvez vraiment connecter les disques durs qui sont extrêmement rapides, qui sont habituellement réservés aux ordinateurs. Encore une fois, on se demande vraiment ce qu'Apple prépare pour iPadOS, parce qu'aujourd'hui, tant de fonctions, tant de puissance sur cette tablette, ça n'a vraiment aucun sens. Oui, et puis ça commence vraiment à être en frontal avec notamment l'iMac. Complètement. Donc, l'iMac, le nouvel iMac qui a été présenté. Là, c'est une petite révolution. Là, c'est une révolution parce que ça faisait 10 ans, voire plus de 10 ans, que l'iMac n'avait pas changé de design. Apple en a parlé d'ailleurs dans sa keynote et disait qu'en fait, c'était pas trop possible parce qu'ils n'avaient pas les technologies qui auraient permis de faire quelque chose de disruptif, mais que là, grâce à leur formidable puce M1, c'est enfin possible. En effet, la puce M1, c'est, vous savez, une architecture ARM, c'est une architecture la même, c'est une architecture. Là, le nouvel iMac est plus proche de l'Apple Watch que du précédent iMac. Donc ça reste un changement majeur, ce qui permet d'avoir une finesse absolument remarquable pour un ordinateur. Apple en profite pour ressusciter les couleurs des tout premiers iMac du début des années 2000. Donc il y a une vraie volonté pour Apple à la fois de faire de l'ancien tout en faisant de l'ultra moderne. Pour l'instant, c'est que le modèle de 24 pouces qui est renouvelé. Le grand modèle, on imagine qu'il va falloir attendre une puce Apple M, quelque chose encore plus puissante. Mais ça reste assez intéressant avec évidemment des accessoires colorés, une face blanche, plein de choses qui font que ces nouveaux iMac ont un potentiel de plaire à beaucoup de personnes, que ce soit dans les entreprises ou à la maison. Voilà, alors seul point noir, le prix, parce que évidemment on aurait pu imaginer que ce type de produit resterait abordable. Ça commence à 1000... ça commence dans les 1300 euros, je crois. J'ai pas exactement le prix en tête, il faut... Voilà, et je crois qu'on atteint, pour les configurations haut de gamme, on est à quasi 2000 euros, peut-être un petit peu moins, je crois. C'est ça. Donc, là, c'est les prix, c'est les prix en dollars, donc un petit peu plus élevé en euros. Voilà, c'est vrai que le truc très dommage, c'est que le produit d'Apple n'a que 2 ports USB, n'a pas le port Ethernet dans le chargeur et n'a pas d'empreinte digitale dans le clavier. Et il faut payer 200 euros de plus et prendre le milieu de gamme pour avoir tout ça. C'est un peu bête parce que Apple aurait clairement pu donner tout ça à tous les produits. Très bien. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a eu d'autres nouveautés ou on a fait le tour ? Des nouveautés un peu minimes, comme l'arrivée d'abonnements dans les podcasts aux États-Unis. Mais ça, c'était le gros morceau. C'est ça. Mais les 3 gros produits restaient les annonces phares d'Apple le 20 avril. Parfait. Allez, on passe du côté de chez Microsoft maintenant, Nicolas, avec cette offensive de la part de Microsoft dans le cloud gaming. On voit que Google pose ses jalons dans ce domaine, Amazon aussi. Il fallait que Microsoft soit à la hauteur. Bien sûr. Surtout qu'ils ont leurs consoles. Ils ont les consoles. Vous savez, le projet xCloud a été lancé depuis très longtemps. Ça fait des années qu'on en parle. C'est vrai. Souvent été une bêta. Depuis quelques mois, c'est disponible officiellement sur Android, sous la forme d'une application que vous pouvez télécharger. Et Microsoft, maintenant, à chaque fois qu'il ajoute des jeux dans le Game Pass, vous dit console, PC et cloud, ce qui veut dire que ça fonctionne sur Android. La nouveauté, c'est que depuis mercredi, certaines personnes qui ont été invitées ont la possibilité de jouer au Game Pass en version cloud du coup sur iOS et sur Windows. Le tout passe par un navigateur. Donc on ne télécharge pas d'appli. Il n'y a plus d'application. On lance Safari. On lance Safari, on lance Google Chrome, on lance Microsoft Edge, c'est les 3 navigateurs compatibles pour l'instant, et on peut donc jouer à une centaine de jeux dans le cloud avec une manette. J'ai pu essayer cette interface assez rapidement, ça marche très bien, c'est assez étonnant de voir en fait à quel point les web apps sont devenues réactives aujourd'hui, et c'est surtout pour Microsoft un vrai changement, parce que là une application c'était simple à faire, mais passer par un navigateur, c'est s'ouvrir vraiment à un maximum de plateformes, potentiellement aux téléviseurs connectés dans le futur. Donc le xCloud est vraiment en train de monter en puissance et ils vont peut-être pouvoir concurrencer Stadia un jour. Après, ça veut dire que sur un Chromebook, par exemple, on pourrait jouer à tous les jeux Microsoft. Je crois que pour l'instant, ils le limitent à Windows. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'on peut évidemment contourner ça avec les agents utilisateurs, mais il faut un navigateur Chrome, Safari, Edge sur Windows pour que ça fonctionne. Voilà, on va suivre ça de près, mais en tout cas, voilà, peut-être que vous ferez partie des heureux élus qui pourraient tester en avant-première ce service. Ouais, surveillez vos mails si vous êtes abonné au Game Pass Ultimate, c'est comme ça qu'ils vous informent que vous avez été choisi. Exactement. On enchaîne avec Facebook maintenant. Facebook qui a annoncé aussi cette semaine pas mal de nouveautés, avec un cap qui est pris sur l'audio, Nicolas.
C'est un peu amusant de voir Facebook se lancer sur l'audio au moment où il y a le succès de Clubhouse, hein, évidemment, qui a relancé tout ça, les podcasts qui n'ont jamais été en si grande forme. Et Facebook annonce qu'il s'est rendu compte que l'audio n'est pas accessible pour tout le monde et qu'il aimerait réparer cette injustice. Donc ça peut faire rire. Ils sont tellement sympas. Ils sont sympas et on sent qu'ils ont surtout flairé qu'il y a un bon business à lancer. Pour pas être accusés de seulement copier Clubhouse, ils ont décidé de lancer plein de choses en même temps. En l'occurrence, il y a deux vraies nouveautés. C'est l'arrivée de podcasts directement dans Facebook. Donc dans l'idée, par exemple, la page Facebook de quoi je me mail pourrait avoir une rubrique podcast et vous pourriez retrouver tous les derniers épisodes directement sur Facebook avec un lecteur intégré. Pas besoin de quitter, d'aller sur Spotify, sur Apple Podcast. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi l'arrivée d'une sorte de régie directement intégré à Facebook, ce qui va vous permettre de publier des messages audio sur votre timeline, les envoyer à tous vos amis, mais de le faire en ajoutant de la musique derrière, en modifiant votre voix. Facebook dit qu'il essaye de créer un outil simple pour tout le monde parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'outil adapté au grand public aujourd'hui. C'est pas forcément faux. Pour le coup, il faut reconnaître que l'audio, c'est pas vraiment un secteur sur lequel on joue beaucoup. Snapchat, TikTok, c'est sur la vidéo, mais il n'y a pas vraiment de solution audio. Après, bon, sur WhatsApp, il y a les messages vocaux qui cartonnent, hein, mais c'est autre chose. On ne peut pas mettre de musique, on ne peut pas modifier sa voix, on ne peut pas faire du montage. Évidemment, c'est du entrée-sortie fin publié. Donc c'est là où Facebook essaye de se démarquer. Et enfin, évidemment, que serait une annonce audio sans un concurrent de Clubhouse ? Après Twitter, LinkedIn, Reddit, Spotify, Facebook annonce son concurrent de Clubhouse qui s'appelle Live Audio Rooms. Ça va être intégré à Messenger cet été. Ça va vous permettre de créer justement des discussions où vous pourriez avoir un débat uniquement audio, où vous discutez avec des gens. Facebook dit aussi que ça pourrait servir aux célébrités, aux influenceurs qui veulent créer des discussions avec leurs fans. Donc à voir comment tout ça se profile, à voir si Facebook arrive vraiment à piquer la vedette à Clubhouse ou si ce réseau social va vraiment créer quelque chose de différent. Ça, on aura les réponses dans quelques mois. Ouais, la force de Clubhouse, c'est évidemment son nombre d'abonnés, hein, qui se calcule en milliards. Voilà, il faut voir. On sait qu'il y a Twitter aussi qui est sur le coup. Twitter Nicolas a lancé, tout le monde veut concurrencer Clubhouse en réalité. C'est ça qui est assez amusant. Pour Facebook, la monétisation, il faut préciser que ça va passer par soit des dons aux créateurs. On pourra dire qu'on peut remercier un créateur de sa room, on pourra lui donner de l'argent, ou par des paywalls qui permettront par exemple de réserver des podcasts ou de réserver certaines salles à des utilisateurs qui paieraient régulièrement. Donc à voir comment ça se profile, mais vous vous doutez bien que Facebook a quelques idées pour se faire de l'argent avec ces nouvelles solutions. Exactement, parce qu'il faut aussi rémunérer les créateurs de contenu, hein, on le voit, et d'ailleurs ça a été aussi l'un des axes de la keynote Apple, hein, puisque Apple a lancé, met en place un système pour rémunérer les créateurs de podcasts. Tout à fait, c'est ça. On va pas s'abonner à un Apple Podcast Plus comme on le présentait, mais on pourra s'abonner à différents groupes, à différents créateurs et donner de l'argent, donner directement de l'argent à eux. C'est assez intéressant. On revient dans le jeu vidéo maintenant avec tous ceux qui sont un petit peu nostalgiques des jeux PS3 et PS Vita. Ils ont eu quelques sueurs froides suite à une annonce de Sony qui a été vite retirée quand même, Nicolas. Oui, c'est exactement ça. Fin mars, Sony avait annoncé que les magasins pour télécharger les jeux sur PS3, PS Vita et PSP allaient fermer cet été parce qu'en fait, plus personne n'allait dessus, c'était pas important. Donc Sony encourageait les joueurs à vite télécharger tous les jeux dont ils ont besoin parce que ça sera plus possible bientôt. Ça a créé beaucoup de colère sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes se sont rendues compte en fait que ce qu'on appelle jeu dématérialisé, c'est un jeu périssable qui peut complètement disparaître et c'est pas vraiment passé. Donc ce que Sony a fait cette semaine, c'est assez rare. Ils ont publié un communiqué de presse dans lequel Jim Ryan, le patron de PlayStation, affirme « Après mûre réflexion, nous avons compris que nous avions pris la mauvaise décision. » Vous voyez, ce genre de mea culpa, c'est assez rare dans l'industrie. Et c'est à souligner, et c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, et ce qu'annonce du coup Sony, c'est que les magasins PS3 et PS Vita vont rester en ligne pour une durée indéterminée, donc il n'y a pas de vocation de décaler leur fermeture à plus tard. Sony veut les maintenir le plus longtemps possible. Par contre, mauvaise nouvelle, si vous êtes encore un joueur de PSP, pour le coup, Sony dit que la console est trop vieille et qu'il est temps de tourner la page. Donc le 2 juillet, le PlayStation Store de la PSP va vraiment fermer. La console est sortie en 2004 quand même, donc on peut reconnaître qu'il y a une bonne raison à cette fermeture. Mais sur PS3 et sur PS Vita, c'est bon, vous allez pouvoir continuer de télécharger des jeux. Ah, la PSP. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez costaud. Hein. Ah, c'était sympa. Il y a eu quelques bons jeux, quelques ratés, la PSP Go. Mais l'écran, c'était un écran OLED à l'époque. C'est une console. La PS Vita, l'écran OLED. Ah, c'était la PS Vita, en effet. Et puis, c'était une belle console, je trouve. La PSP était belle, ouais. J'aimais beaucoup. Sympa.
Allez, on enchaîne maintenant avec eh bien, la bataille que se mènent aujourd'hui tous les services de SVOD dans le monde. Alors, il y a Netflix, bien sûr, et puis Disney, et tout ça s'achète à coups de milliards, des licences, produits, des films, etc. Et tu voulais faire un point sur ce sujet, Nicolas? Je voulais faire un point sur ce sujet parce qu'il n'y a rien de nouveau, bien sûr, on en a déjà parlé dans l'émission. La pandémie est un accélérateur pour le déclin des cinémas au profit du streaming. Ça, c'est assez triste, mais c'est une réalité, il fallait s'y attendre. Tous les studios lancent leur propre service de streaming et du coup, les films vont de moins en moins sortir au cinéma. Il y a eu quelques exemples dans le passé. Déjà, tous les films Pixar qui arrivent directement sur Disney+, il n'y a même plus de sortie cinéma. Il y a eu aussi les lancements simultanés au cinéma et en streaming aux États-Unis. Ça a pu être le cas de Mulan sur Disney, Black Widow bientôt, tous les films Warner Bros. Wonder Woman, le dernier, est sorti Wonder en Woman, même temps. Godzilla vs Kong. Donc tous ces films sont arrivés en même temps au cinéma et en streaming aux États-Unis. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en France, on est en train de devenir le grand perdant de cette situation, puisqu'à cause de la chronologie des médias, vous savez qu'il y a cette loi qui interdit à un film sorti au cinéma d'arriver sur un service de streaming avant 3 ans. Les gros studios sont en train de se demander si ça vaut le coup de tout simplement lancer le film au cinéma. Il y a un exemple, il y a Raya et le Dernier Dragon, qui est le dernier film de Disney qui devait arriver à la fin du mois dans les cinémas français. Les cinémas sont fermés, donc évidemment, ça a dû aider Disney à prendre cette décision. Raya le Dernier Dragon ne sortira jamais au cinéma en France et arrivera le 4 juin gratuitement pour les abonnés de Disney+. Comme Soul, en fait. Comme Soul, mais c'était pas la démarche qui avait été entamée aux États-Unis. Là-bas, c'était une sortie simultanée entre les deux, avec un accès payant pour le regarder. Donc c'est la preuve que le marché français a le droit à des petites adaptations à cause des lois qu'on a ici. Cela dit, cette loi est en train d'être modifiée, visiblement. Elle est en train d'être modifié, ça devrait être raccourci, mais on restera quand même loin de ce que vont faire les États-Unis en la matière. 36 à 18 mois, quoi. Mais c'est ça. on n'ira pas plus. Dites-vous qu'aux États-Unis, ce qui est en train de se dire, notamment chez Warner, c'est que désormais, après la pandémie, les films sortiront d'abord au cinéma et arriveront au streaming 17 à 31 jours après. Ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on est en train de réformer sur la chronologie des médias. Et le dernier exemple qui, pour le coup, me fait un peu de peine, parce que c'est un film que j'attendais beaucoup, que j'avais hâte de voir au cinéma, c'est Comment je suis devenu super-héros, qui est un film de Douglas Attal, avec Benoît Poelvoorde, Leila Beiti déguisés en super-héros. Je pense que ça pouvait être amusant, mais en même temps, il y avait vraiment une réflexion profonde derrière. Ça aurait pu être assez sympa. Ça devait sortir au cinéma en fin d'année dernière. Ça a été décalé plein de fois. Et finalement, c'est Netflix qui a réussi à racheter le film. Ça ne sortira jamais au cinéma et ça va arriver sur un gros service de streaming américain. C'est vraiment la preuve qu'on a de grosses limites à notre système aujourd'hui et qu'à cause de la pandémie, le cinéma est quand même le grand perdant. Ouais. Ah, c'est dingue, hein. Alors, bon, tout ça va peut-être reprendre tout doucement dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque, voilà, on prévoit peut-être une réouverture des cinémas en juin, je crois. Même mi-mai, je crois. Mi-mai. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des centaines et des centaines de films qui attendent, en fait, de sortir. Et notamment, on en parle souvent, le prochain James Bond, qui aura quasiment 2 ans de retard par rapport à la sortie initiale, ce qui est quand même incroyable. Vous savez, ils ont été obligés de retourner certaines scènes de ce James Bond, parce qu'à l'intérieur, il y a un smartphone Nokia qui est l'un des sponsors, en quelque sorte, du film. Vous savez, ils ont été obligés de retourner certaines scènes parce que le téléphone avait vieilli entre-temps. C'est fou, quand même. C'est la preuve qu'il y a de gros problèmes là-dessus et que les placements de produits sont très périssables. Ben oui, c'est sûr. Ne dis pas surtout les Nokia, parce que là, je te sentais arriver sur ce truc-là. Non, je ne me serais pas permis. D'accord. On reste du côté de Netflix qui, eh bien voilà, alors bon, tout va bien chez Netflix, je tiens quand même à vous le rassurer. Reed Hastings doit pouvoir dormir sur ses 2 oreilles, mais malgré tout, petit coup de mou. Il se passe quelque chose d'assez logique en soi. Avec l'année dernière, en 2020, Netflix a gagné 37 millions d'abonnés. C'est un record parce que les gens étaient à la maison, parce que les gens s'ennuyaient. Ils se sont dit, tiens, si j'essayais ce fameux Netflix dont on parle depuis toujours. Tout le monde parle, en fait. Il y a eu énormément d'abonnés à Netflix. Cette année, ça va commencer à aller mieux. Il y a des déconfinements progressifs dans le monde entier, la vaccination y est pour grand-chose. On se retrouve avec une situation où il y a moins d'abonnés qu'avant. Donc les chiffres de Netflix semblent mauvais, alors qu'en fait ils ne sont pas mauvais. Au dernier trimestre, ils ont eu 4 nouveaux millions d'abonnés, contre 16 millions à la même période l'année dernière.
Donc évidemment, c'est moins bon et ça leur fait rater leur objectif de 2 millions parce qu'ils devaient faire 210 millions d'abonnés au total et ils ne sont qu'à 208 millions. C'est-à-dire que Netflix aujourd'hui a 208 millions d'abonnés dans le monde. 208 millions d'abonnés payants et ils espéraient en avoir 210 millions. Donc c'est un gros raté, c'est une catastrophe pour Netflix. Personne ne regarde Netflix. Et ça va s'intensifier dans les mois qui viennent. Netflix prévient que le trimestre prochain, il n'y aura qu'1 million de nouveaux abonnés selon leurs estimations, contre 10 millions à la même période l'année dernière. Donc, toute l'année 2021 risque d'être assez lente pour Netflix et il va falloir que Netflix investisse vraiment dans des contenus exclusifs qui intéressent les gens pour réussir à remonter la pente. C'est qu'ils sont vraiment dépendants de la qualité des contenus et des nouveautés qu'ils mettent, qui vont rafraîchir le catalogue en fait. Exactement, et c'est ce que Netflix a toujours dit en tant que leader justement du monde du streaming. Contrairement à Disney+, ou à HBO Max, ils doivent essayer de leur piquer des abonnés. Netflix, ils doivent juste investir dans des contenus de qualité pour rester devant. C'est ce qu'ils vont faire. Ils annoncent 17 milliards de dollars d'investissement. Je ne suis pas inquiet pour eux. Ils devraient rester loin devant. Et même s'il y aura une dizaine de millions d'abonnés supplémentaires sur toute l'année, ça ne devrait pas les empêcher de très bien s'en sortir. Ouais, en tout cas, ils ont dépassé le cap des 200 millions d'abonnés, ce qui est quand même fou. Quand même, hein. Je crois que sûr. Disney est à la moitié, non J'ai pas les derniers chiffres, mais oui, ils sont pas loin. Mais Disney, c'est monstrueux en réalité. Hein. Ils ont fait une croissance en seulement un an qui n'a aucun précédent. Bon, pour terminer, Nicolas, on va parler d'Amazon et de coiffure. Alors, je vois pas trop le rapport, et pourtant, il y en a un. Jeff Bezos, bien sûr. Oui, bien sûr. Et bien sûr, Jeff Bezos qui ouvre son propre salon de coiffure. C'est pour ça qu'il quitte Amazon. Pour arrondir ses fins de mois. Dans la coiffure. C'est ça. C'est très original. On ne s'attendait pas trop. Quand j'ai vu passer cette actu, j'ai cru à un poisson d'avril en retard. Mais non, le Amazon Salon, vous voyez des images à l'instant. C'est à Londres. Ça fait 450 mètres carrés. Et c'est un salon de coiffure conceptuel. Déjà, si vous espériez aller chez Amazon le mois prochain pour recevoir une coupe de cheveux, je vais vous décevoir. Il n'y aura pas d'autres salons, c'est uniquement à Londres et c'est vraiment une expérimentation à ce jour. Ils essayent en fait de moderniser la coiffure avec de la réalité augmentée, du QR code, de l'intelligence artificielle. Quelques exemples, vous voulez essayer une nouvelle coiffure, il n'y a pas un miroir, il y a une tablette et vous pouvez changer votre coiffure virtuellement pour voir à quoi ça va ressembler et après le coiffeur s'appliquera et fera justement ce que vous voulez. Il y a aussi un endroit où il y a plein de produits capillaires qui sont exposés, il vous suffit d'en regarder un pour que l'écran vous dise exactement ce que c'est. Ça détecte en réalité ce que vous pointez du doigt ou ce que vous regardez. Même chose, plein de QR codes de partout, ce qui vous permet de commander des produits sur Amazon et de vous les faire livrer avec votre Amazon Prime. C'est une expérimentation, on a déjà vu, il y a eu Amazon Fresh, Amazon Go. On sait que le géant du e-commerce aime bien aussi voir ce qu'il peut faire du côté du commerce traditionnel. On les attendait vraiment pas sur la coiffure. Et puis là, c'est sur le service en plus. C'est vraiment là, ils vendent un service. C'est ça qui est très étonnant. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'en avait pas entendu parler, c'est que ça vient d'ouvrir comme ça. Mais bon, c'est très original et en même temps, pourquoi pas cette réalité augmentée. Je trouve que ça a du sens en fait dans la coiffure. C'est clair, mais cela dit, on peut le faire avec son smartphone aujourd'hui. On peut le faire, mais c'est pas proposé dans les salons de coiffure. Il n'y a pas eu ce raisonnement encore. On verra. Bon, pour l'instant, il faut aller à Londres, donc. Et puis, voilà, c'est des tests. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, François. Nicolas Lelouch, donc, journaliste à zeronet.com, pour terminer cette première partie de ce De quoi je me mêle, ce club de la presse IT. On revient tout de suite, à la fois sur les box, mais aussi sur BFM Business, avec mon invité Frédéric Langin, le patron de TCL Europe. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.